Donc, le titre, j'ai remanié un petit peu le titre. On va, on va aller plus à une échelle de territoire. Donc, on parlait de géopolitique, mais de toute l'implication qu'on a dans les infrastructures qu'on installe sur notre territoire. Vous l'avez vu, on est tout à fait d'actualité. Hydro-Québec, dans les médias, on parlait de déployer des infrastructures dans les prochaines années pour viser justement la carboneutralité. Donc, ça va être un immense défi. C'est un défi planétaire, mais c'est aussi un défi aux différentes échelles de territoire. Donc, à l'échelle du Québec, à l'échelle des MRC, des régions, mais aussi à l'échelle, micro-échelle de notre terrain. Donc, toutes ces interactions-là, c'est un petit peu ça dont je voudrais vous parler, et de vous parler d'un nouveau cadre, notamment dans l'acceptabilité sociale, pour travailler de façon différente ce genre d'approche. Alors, juste une petite mise en contexte, hein, je sais, je parle à des géographes, donc vous savez, vous connaissez votre territoire, mais Hydro-Québec, on a une entreprise, une société d'État qui a une immense infrastructure sur l'ensemble du territoire. Là, on voit cette immense V. Ça, ce sont uniquement nos infrastructures de transport, nos grosses infrastructures de transport, nos autoroutes électriques, à la fois qui viennent de l'est du Québec, la Romaine et ces secteurs-là, qui alimentent le sud, donc le long du Saint-Laurent, et nos infrastructures du nord du Québec, de la Gamésie, qui vont alimenter là aussi la région de Montréal et de Québec, donc avec des très grandes lignes, des très grandes infrastructures. On a presque 35 000 kilomètres de lignes de transport, mais on a aussi des centaines de milliers de kilomètres de lignes de distribution, donc de lignes qui vont pouvoir desservir après de ce grand réseau, de cette autoroute, par des petites routes jusqu'à notre maison. Donc, ce sont des infrastructures qui ont beaucoup d'impact sur les territoires, sur les paysages, sur l'environnement. Hein, Monsieur Hébert en est bien au courant. Alors, il faut revoir un peu nos stratégies, nos politiques pour être plus en adéquation avec les besoins de la population du Québec. Et c'est ce qu'on va s'efforcer à faire dans les années à venir. Le défi est immense. Ça va être un défi à la fois pour Hydro-Québec, mais ça va être aussi un défi pour l'ensemble des citoyens et des organisations territoriales. Alors, quelques mots rapides, M. Hébert l'a dit, sur relation avec le milieu. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on est l'interface entre les territoires, entre les élus municipaux, entre les députés, les organismes du milieu et Hydro-Québec. Et on fait aussi, dans le sens inverse, on va venir expliquer, partager, travailler avec les territoires pour aller implanter des nouveaux projets, des projets de postes, des projets de lignes, des projets de barrages s'il y a, ou maintenant, plus actuellement, des projets éoliens ou des projets solaires, puisqu'on est dans toutes ces formes d'énergie. En termes d'implantation sur le territoire, et ça c'est assez particulier à notre société, on est absolument partout sur ce territoire-là. L'échelle qui a été choisie, c'est une échelle de territoire, pas forcément de territoire de MRC parce que ça se recoupe, mais vraiment d'être le plus proche possible des instances municipales. Donc, moi, par exemple, j'ai la responsabilité de l'ouest et du nord du Québec, donc de l'Abitibi-Témiscamingue, de tout le nord du Québec, donc jusqu'à Coudjouac, et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis il y a d'autres collègues qui se partagent le reste du territoire. Donc, on est implanté dans les régions et on a des échelles, des cellules qui sont encore plus locales. Donc, moi, j'ai des employés à Chibougamau, à Val-d'Or, à Chicoutimi, à Alma. Donc, vous voyez qu'on est sur des échelles très proches des territoires. Donc, juste avant vous, j'étais avec la table des préfets. Ça vous donne un peu, on va parler de géopolitique. Là, on parle des préfets de la région. Hier, j'étais avec un organisme de bassin versant. Donc là aussi, encore une autre échelle, d'autres enjeux. Demain, je suis avec une association forestière. Donc, on essaye de retravailler avec tous ces acteurs-là qui ont
à degrés différents, un impact très significatif sur les territoires tels qu'ils sont actuellement, mais sur leur développement futur. Avec les années, Hydro-Québec des grandes entreprises, des erreurs dans le passé, ça on se local était peut-être peu consulté et surtout pas bien intégré. Aujourd'hui, on s'est donné un nouvel élan. On a commencé à faire de l'acceptabilité sociale dans les années 80-90 et aujourd'hui, avec tout ce qui s'en vient, on a décidé de se donner une nouvelle politique, ce qu'on appelle un nouvel élan pour améliorer l'acceptabilité sociale des projets de nos lignes, à la fois de nos lignes de distribution. Donc, de regarder comment est-ce qu'on distribue l'électricité, c'est aussi quelque chose sur lequel maintenant on consulte les municipalités, on consulte les organismes du milieu pour mieux s'adapter aux besoins des territoires. Cette nouvelle stratégie, au niveau à la fois politique et social, elle se base sur différents éléments et je vais particulièrement vous parler des trois premiers qui sont la définition des besoins, la planification et la conception. Longtemps, Hydro-Québec, on a été en réaction. Il y avait des développements et par la suite, on allait s'installer une ligne, installer un poste, répondre à une demande. Aujourd'hui, je vous dirais, depuis la pandémie à peu près, on est beaucoup plus dans un travail de définition des besoins, de communication bien avant. Et c'est tout là où on fait énormément justement de politique et de géopolitique, de s'adapter aux besoins des territoires. On voit des mouvements de population. Là, on l'a vu notamment dans les Laurentides pendant et après la pandémie, des déplacements de population qu'on n'avait pas prévus, des nouveaux besoins par rapport à des gens qui travaillent de chez eux. Là, j'en vois plusieurs d'entre vous aujourd'hui qui sont chez eux. Et ça a modifié notre façon aussi d'utiliser l'énergie, de déplacer nos besoins et de mieux s'arrimer au plan de développement. Donc aujourd'hui, ça c'est une de mes responsabilités, c'est de faire une vigie sur tous les schémas d'aménagement des MRC, tous les plans d'urbanisme des municipalités et tous les plans aussi, autres plans, comme les plans au niveau des OBV, au niveau des protections de territoire, au niveau des organisations des différents ministères, au niveau des territoires agricoles, de faire une bonne lecture des besoins pour pouvoir mieux répondre à cette demande. Donc ça, c'est un grand changement où on est beaucoup plus dans la discussion et pour être en mesure de s'arrimer. Mais de l'autre côté, on a des messages aussi à faire passer. C'est là qu'on fait aussi un peu de politique et de géopolitique. Je vous donne un exemple très concret, hein, l'étalement urbain, qui est une des grandes thématiques en géographie, en urbanisme. Ben, cet étalement urbain, chez Hydro-Québec, c'est un enjeu de réseau, un enjeu de développement, un enjeu de coût, puis un enjeu de panne. Donc, on essaie de travailler aussi avec les municipalités, leur donner des outils pour aussi limiter dans certains secteurs, comme on le peut, certains développements qui sont peut-être moins durables. On va l'appeler comme ça. Donc, après cette étape-là où on essaie de mieux être en contact, d'ailleurs, on fait des tournées sur l'ensemble des territoires pour mieux connaître les besoins. Ben, il y a tout un travail de planification avec les acteurs du territoire, avec les aménagistes, avec les urbanistes, avec les maires, les préfets, les députés. On travaille un exercice de planification de comment on va être capable de répondre à ces demandes-là, à ces besoins-là, quel va être l'impact sur les paysages, quel va être l'impact sur les territoires. Donc, il y a vraiment un travail de planification, de réflexion, et je suis certain que plusieurs d'entre vous, vous êtes certainement déjà impliqués dans ce genre de dynamique-là, mais ça va s'accentuer
je vous dirais, dans les 2-3 prochaines années. Là, on va vraiment accentuer nos partenariats pour aussi aller chercher des avis d'experts externes sur des problématiques de géographie, des problématiques de paysage, des éléments culturels. Donc, comme on en a entendu tout à l'heure parler, ben, tous ces éléments-là doivent être pris en considération dans la planification des besoins. Et puis, la troisième approche qu'on modifie, c'est sur la conception. La conception, très longtemps, Hydro-Québec, on est arrivé avec une façon de faire qui était assez monolithique. Aujourd'hui, on souhaite être beaucoup plus adapté au contexte des territoires, adapté aux réalités de chaque territoire. C'est pour ça qu'on est sur le milieu, mais on ne fait pas un projet de la même manière en Abitibi-Témiscamingue qu'on va le faire dans le quartier Rosemont, par exemple. Donc, il y a des aspects dans la conception qu'on doit regarder, qu'on doit adapter, et ça, on va le faire. Et on va continuer aussi à obtenir beaucoup de données dans nos travaux qu'on va partager et qu'on va partager de plus souvent avec des données ouvertes avec les autres paliers de territoire. Évidemment, les autres étapes, c'est les mêmes étapes que pour tous les grands projets, toutes les volets d'autorisation de territoire, de construction. Même pendant la construction, maintenant, on est beaucoup plus proche des milieux, des territoires pour essayer de mitiguer nos impacts. Et par la suite, on fait maintenant aussi des rétroactions avec l'ensemble des acteurs avec qui on a travaillé pendant tout le long des processus. Alors, les principes, là, évidemment, vous les connaissez, on parle beaucoup d'acceptabilité sociale. Aujourd'hui, on parle beaucoup de développement durable. Ce qu'on veut essayer aussi, c'est de développer un dialogue où on va être capable de faire de la littératie au niveau de ce que c'est que l'énergie. Demain aussi, vous allez en entendre parler dans votre colloque, mais il y a énormément d'aspects dans l'électricité qui doivent être expliqués. Là, on parle énormément de 150 TWh, de 200 TWh, mais pour les gens, ça ne veut rien dire. Donc, tout le monde veut avoir de l'électricité, tout le monde veut avoir un véhicule électrique, mais personne ne veut de ligne, personne ne veut de poste près de chez eux. Il y a beaucoup de gens qui ont peur aussi des ondes, des grésillements, de l'impact que ça peut avoir. Donc, il y a beaucoup de littératie à faire, donc de partager notre expertise, de partager notre savoir. Et ça aussi, c'est tout à fait nouveau, de partager nos données. Donc, M. Hébert le sait, là, quand on fait des projets, on a énormément de cueillettes de données, notamment en géomatique. On a un système de géomatique très évolué, où on est capable d'aller chercher énormément de données. Donc, ça, c'est des choses qu'on est en train de partager à grande échelle, notamment avec les universitaires. Donc, on partage des données là, qui vont nous permettre d'avoir une certaine interaction entre les territoires. Donc, ça va être un des grands volets qu'on va faire dans les prochaines années. Comme je vous l'ai dit précédemment, le dialogue, bien dialoguer avant tout pour aller chercher cette acceptabilité sociale. Puis, acceptabilité sociale ne veut pas dire non plus unanimité. Donc, c'est toujours un défi. Le syndrome du pas dans notre cour, on va le voir beaucoup dans cet échange politique sur les territoires, de savoir est-ce qu'on doit faire ce type de grands changements, de grands projets d'infrastructures qui ont inévitablement un impact sur les collectivités et sur les citoyens, mais de l'autre côté, est-ce qu'on peut ne pas le faire et attendre que la crise climatique s'accentue? Alors, c'est plein d'arrimages sur lesquels on doit avoir des discussions ouvertes et on doit être capable de se parler des vrais enjeux puis de trouver des solutions communes. On souhaite aussi mieux adapter les projets aux besoins des territoires. Par le passé, on y allait souvent avec des très gros équipements, souvent un peu surdimensionnés. Aujourd'hui, on veut mieux adapter aux besoins, avoir une meilleure prévisibilité de ce qui va se passer sur ces territoires à moyen, à long terme,
Donc, ça, c'est des éléments qui sont très importants pour nous, dans lesquels on va avoir besoin aussi de votre expertise de géographe, de tout ce qui est démographie, de tout ce qui est mouvement de population sur les territoires, nouvelles tendances d'habitation. C'est tous des éléments qui sont très importants pour nous. Et aussi, dernier élément là, que je veux apporter, c'est étant donné que les politiques, que les territoires sont différents, ben, il faut qu'on arrive avec des méthodes qui sont flexibles. On ne fait pas la même chose justement dans le quartier Rosemont en termes de consultation publique. On ne va pas consulter de la même façon une communauté par rapport à une autre, un territoire rural par rapport à un autre, les communautés autochtones aussi. Donc, il y a tout plein de méthodes qui nécessitent une connaissance pointue des dynamiques sociopolitiques et géopolitiques des territoires. Donc, l'interférence, on a aussi des projets qui se font à des échelles entre les États-Unis, par exemple, et le Québec, ou avec nos voisins de l'Ontario. Donc, ça aussi, c'est des échelles qui sont différentes sur lesquelles on doit avoir des relations qui sont appropriées, qui sont adaptées au contexte. Je vous amène quelques éléments concrets qui démontrent de ce travail avec les politiques de territoire. Jusqu'à assez récemment, on était quand même assez peu favorable à des propositions d'enfouissement. Actuellement, c'est des projets qu'on regarde pour différents enjeux, que ce soit des enjeux d'aménagement, tout simplement d'aménagement Monsieur Verlaine, on vous a perdu. Je ne sais pas si c'est juste moi là, qui... Non, Jean, ce n'est pas juste toi. Je constatais la même chose. D'accord. Donc là, je ne sais pas si vous nous entendez, mais on voit votre présentation, mais le son a coupé. Comme je vous disais, donc d'échange et de flexibilité. Vous étiez au point 1, hein, c'est ça? Vous étiez au point 1 quand on vous a... j'étais au point 1 quand ça a coupé, oui, donc je vais le reprendre pour s'il vous plaît. l'aménagement sous nos infrastructures. Je parlais d'avoir de la flexibilité justement pour permettre qu'il y ait des nouvelles infrastructures de loisirs, de parcs. On a aussi des exemples de potagers communautaires ou autres infrastructures qui sont pas opposées à l'utilisation, qu'il n'y a pas de danger avec nos infrastructures. Donc, c'est des choses qu'on fait avec les politiques locales et régionales, mais aussi avec les résidents des quartiers, donc à une autre échelle, une échelle de comité de quartier ou de comité de bassin versant ou d'associations locales. Donc, ça, c'est des choses sur lesquelles on est ouvert. Et notamment, là, les dynamiques, notamment socio-culturelles, sont importantes parce qu'il y a des projets qui nous sont amenés, là, notamment les potagers, là, dans des quartiers montréalais, qui peuvent être très bénéfiques. Puis en 3, ben, je disais, flexibilité, adaptation au niveau du contexte, au niveau des interactions entre les municipalités. On a différentes échelles avec lesquelles on travaille, que ce soit avec les associations municipales, FQM, Fédération québécoise des municipalités, ou UMQ, à des échelles nationales, mais aussi avec des échelles beaucoup plus petites, municipales, MRC, etc., etc. Encore un exemple, vous voyez, de verdissement, là, sur lequel c'est vraiment des demandes qui nous viennent du milieu, des demandes politiques, de dire, ben, écoutez, oui, à vos infrastructures, on comprend, mais on veut que ça soit différent. Donc ça, c'est dans l'arrondissement Saint-Laurent. Mais je vous dirais, dans la région de Montréal, on a beaucoup d'initiatives là qui sont en train de se développer, notamment autour du Saint-Laurent, à Beauharnois, etc., etc. Valleyfield, on a plusieurs infrastructures. Et puis, quelque chose aussi de nouveau, 5, c'est qu'on est ouvert à des nouveaux types de pylônes.
c'est pas toujours beau un pylône. Il faut être chez Hydro-Québec pour aimer les pylônes puis dire celui-ci est beau ou celui-ci est moins beau. Mais on a développé des outils, notamment avec les Premières Nations, là, dans les projets, la Kanawagé pour l'interconnexion avec le Maine. Les gens voulaient que les emprises soient moins importantes. On veut aussi que les poteaux n'aient pas une couleur différente. Donc, on est en train de regarder des installations, là, comme vous le voyez, avec seulement le bras du même côté, et ils vont être d'une couleur un peu cuivrée qui va mieux se fondre dans les paysages. Donc, c'est vraiment des approches particulières. Puis, je ne voulais pas passer sous silence quand on parle de géopolitique aussi, toutes les échelles différentes qui sont avec les Premières Nations. Donc, qui ont eu des territoires d'appartenance qui sont différents et des façons de faire, des approches qui sont différentes. Donc, on fait des partenariats, on essaye d'inclure dans nos projets toutes les dynamiques, toutes les sensibilités, tous les lieux qui ont un caractère particulier des autochtones pour ne pas passer dessus. On fait des fouilles archéologiques, on fait de la recherche là aussi qui est disponible par la suite. Donc, c'est quand même des changements importants. Oui, ça prend un certain temps à s'implanter. On est une grande entreprise de près de 20 000 employés, mais on va dans cette bonne direction. Alors, transparence, ouverture pour nos infrastructures de production. Hein, vous le savez, on va devoir aussi avoir un impact qui va être différent parce que quand je pensais à la géopolitique, eh bien, les grands barrages, si jamais barrage il y a, ou s'il y a développement éolien il y a, là, ça demande une conversation à l'échelle du Québec. Donc ça, c'est vraiment des grandes discussions, et c'est une grande discussion qu'on va démarrer juste après les fêtes, qui va se poursuivre jusqu'au printemps, avec les Québécoises et les Québécois, pour voir qu'est-ce qu'on va faire dans ce futur-là, avec ces grands barrages-là, ces grandes infrastructures-là, quels sont les impacts et quels sont les bénéfices aussi de tout ça. Donc, ça va être un grand exercice de discussion. Et là, on cherche vraiment actuellement, on a plusieurs experts qui nous aident à trouver la meilleure méthode pour que ça ne soit pas seulement les élites qui puissent dire leurs mots par rapport à ça, mais vraiment toutes les couches de la société. Alors, c'est pour ça qu'on a mis en place, on s'est dit, si on veut changer de façon très importante le Québec, pour vous donner un petit ordre de grandeur, ce qu'on veut faire, 150 mégawatts ou 200 mégawatts, térawattheures d'électricité. La baie James, notre centrale Robert Bourassa, c'est 43 térawattheures. Donc, c'est 3 fois et demi cet immense barrage-là qu'on a tous à l'esprit avec des marges de géants. Donc, c'est une infrastructure colossale, mais pour répondre aux besoins de 2050, de carboneutralité, c'est 3,5 fois ce type d'infrastructure. Donc, sachant ça, on a décidé, et là aussi je reviens à la géopolitique, de se donner un nouveau cadre de référence. On a travaillé avec des experts, avec des universitaires, pour faire une progression dans notre travail, dans nos méthodes, et c'est ce qu'on appelle ce fameux élan, c'est ce qu'on va implanter. Quand on s'installe sur un territoire, évidemment, on a un impact, hein, c'est une cicatrice, une grande ligne. On veut aussi permettre au territoire de se développer des outils pour développer leur territoire. Donc, on donne une sorte de redevance, si vous voulez. Là, on est ouvert à des partenariats, ce qu'on a fait avec les Premières Nations là, dans le projet Appalaches-Maine, mais on verse aussi des contributions et on donne au milieu la possibilité de l'investir de la façon dont elle le juge le mieux pour elle. Donc ça aussi, on donne beaucoup de flexibilité. Les besoins du Saguenay-Lac-Saint-Jean versus les besoins de l'Estrie ou de la Montérégie étant différents, ben, ce n'est pas à nous, Hydro-Québec, d'arriver avec un cadre normatif puis de dire ben,
si je vous verse 10 ou 15 millions pour ce projet-là, qu'est-ce que vous devez faire avec? Mais on veut que ce soit les territoires qui décident ce qu'ils font avec ces sommes-là. Je finis avec ça. Ouvrir nos données. Je sais que vous êtes des chercheurs, donc vous avez besoin de données. Donc, sur le site d'Hydro-Québec, on est en train de développer un certain nombre d'outils, de widgets qui vont vous donner de l'information, tant sur la consommation, hein, ça nous permet de faire des cartes très intéressantes de consommation qui peuvent avoir aussi, nous donner de l'information sur les habitudes de vie des gens, sur les mouvements de population qu'on voit. Là, moi, je l'ai très bien vu avec la carte là, des Laurentides. Là, on a vu l'augmentation, toute la couronne nord de Montréal exploser en termes de consommation électrique, puis le centre-ville de Montréal devenir plus pâle là, sur nos cartes parce qu'on a moins de consommation. Donc, c'est des choses qui sont très intéressantes au niveau des débits et au niveau aussi de tout ce qu'on fait sur la faune, la flore et toutes nos stations météo. Donc, on a beaucoup d'informations là, qui peuvent être partagées avec des chercheurs s'ils le désirent. Donc, il y a une partie qui est disponible directement sur nos sites Internet. Si jamais vous le souhaitez, obtenir des données ou être mis en relation avec des spécialistes chez nous, ça va me faire plaisir de participer ou de collaborer avec vous.